Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les fondamentaux et vous parler du cuir, voire des cuirs, parce que selon le tannage, on obtiendra des cuirs aux propriétés différentes. Le tannage est l'opération qui va transformer la peau brute d'un animal en cuir. Donc il y a deux grands tannages industrialisés, que sont le tannage minéral et le tannage végétal. Sous tannage minéral, on entend souvent aussi tannage au chrome, parce que dans la version industrialisée, ce sont des sels de chrome, voire un peu de sel d'aluminium que nous allons utiliser pour transformer donc cette peau brute en cuir. Le tannage végétal, lui, tout son nom, on va se servir des tannins qui sont contenus dans les écorces, dans le bois ou dans les racines des arbres, et les tanneries vont utiliser un mélange d'essences pour donc transformer cette peau en cuir. Chaque tannerie a son secret, sa recette, avec différentes proportions d'essence pour composer son agent tannant. Donc on va retrouver dans les essences le chêne, le bouleau, le mimosa, le châtaignier, en proportion variable, voilà, selon les tanneries, en fonction du type de cuir que l'on veut obtenir au final. Le tannage végétal est très ancien, je ne pourrais pas vous donner de date, mais il a fallu au moins que l'espèce humaine soit sédentarisée parce que c'est un tannage long, minimum 1 mois pour le passage en rivière et 5 à 12 mois pour le tannage en fosse. Le tannage minéral, quant à lui, alors pour la version chrome, donc industrialisée et beaucoup plus récente, elle date de la fin du 19e siècle, mais sous ce terme de tannage minéral, on pourrait également englober le tannage au sel d'Alain par exemple, qui lui est pratiqué depuis bien plus longtemps et qu'on pourrait même faire chez soi. C'est un mélange de sel d'Alain, de gros sel. Je pourrais éventuellement vous donner les recettes parce que j'ai pratiqué ça quand j'étais adolescent, et donc ça peut se faire très facilement chez soi, en tout cas pour des petites peaux. Le tannage minéral et le tannage végétal vont nous donner des cuirs aux propriétés vraiment très différentes. Le tannage minéral, qui est maintenant le plus répandu, 90% à peu près de la production mondiale est représentée par le tannage minéral. Donc en général, les propriétés du tannage minéral sont la souplesse. Voilà, on a vraiment des cuirs très souples. Et il a la propriété de ne pas absorber l'eau. Alors l'eau va peut-être le traverser, mais il ne va pas le stocker comme le ferait justement le tannage minéral. Lui, c'est une véritable éponge. On lui présente de l'eau, il stocke tout ce qu'il peut. Alors on pourrait dire, c'est un inconvénient. Oui et non. Pendant notre phase de travail, ça sera intéressant parce que c'est grâce à cette eau qu'il va absorber que l'on va pouvoir le sculpter, le teindre, le mettre en forme, alors qu'avec un tannage minéral, je ne pourrais pas le faire. Et moi je l'appréhende comme un tissu. Il a de toute façon déjà sa couleur, je ne pourrais pas le durcir, je ne pourrais pas le sculpter, donc je le vois un peu comme un tissu, qui a des aspects, parce qu'il peut être aussi embossé comme celui-ci, on peut avoir un grain de peau, on peut avoir des incrustations par exemple de fausses nacres, on peut avoir toutes sortes de décorations au niveau de la fleur de ce type de cuir, et donc je vais le choisir parce qu'il a des propriétés esthétiques qui me conviennent, et ensuite je vais l'assembler, mais je ne vais pas changer la nature de ce cuir, alors qu'un tannage végétal, alors surtout quand il est comme ça, dit naturel, il n'a pas de couleur, je vais pouvoir donc le sculpter, le teindre, le mettre en forme, voilà, je peux tout faire avec, c'est une pâte à modeler. Alors attention, quand il est dit naturel, comme ça, il est sensible aux UV. Si vous l'exposez à la lumière, même peu de temps, en tout cas les UV d'été qui sont beaucoup plus forts, il va bronzer, il va rapidement changer de couleur. Voilà, alors déjà celui-ci a un petit peu vu la lumière, mais voilà, son collègue, qui lui a vu de la lumière, mais pas exposé en plein soleil, il était juste à l'intérieur, avec une lumière naturelle, et il a bronzé. Alors ça a mis quelques temps, mais voilà comment il va le devenir. Donc vous allez me dire, c'est joli, finalement c'est une belle couleur. Oui, effectivement, c'est une belle couleur, mais ça peut être gênant, notamment quand votre cuir ne bronze pas de façon homogène. Si vous regardez ce morceau, on voit un côté qui a été protégé parce qu'un morceau ici, là était exposé, et ce morceau ici était protégé par une autre pièce de cuir qui devait être tout simplement posée dessus. Donc ça par contre c'est plus gênant si je veux faire des couleurs relativement claires, des marrons, des rouges ou autres. Bien sûr si je fais du noir on s'en moque un peu, il va tout écraser. Mais si je veux jouer un peu avec mes couleurs, voilà, ça c'est un handicap. Autre handicap, une couleur aussi sombre, moi je veux faire du jaune, là je peux plus. Je veux faire du vert, il va être vite foncé. Le bleu, n'en parlons pas. Voilà, donc il y a quand même des couleurs qui vont être impactées par cette base. Plus votre base sera claire, et plus ce sera facile de teindre derrière. Donc voilà, tannage végétal naturel à absolument protéger de la lumière. Donc cette vidéo fait suite au direct que j'ai réalisé ce matin, et on m'avait posé aussi une question,
Comment stocker le cuir? Alors si vous avez un cuir tannage minéral, souple, l'idéal c'est de le rouler. Je vous conseille de le rouler sur un tube pour éviter de l'écraser sous le poids d'autres cuirs. Comme ça il reste bien en forme, il ne fera pas de plis. Un tannage végétal, on va plutôt le stocker à plat parce qu'il est plus ferme, hein, ça se voit tout de suite. Voilà, je vous présente celui-ci, vous voyez, il se tient, il ne va pas s'écraser. Alors on pourrait le rouler pour les grands morceaux, notamment pour le bovin. Le bovin est donc un animal imposant et on peut avoir des morceaux très grands comme les dossés, demi-dossés, bandes, qui peuvent être très très longs. Ça peut faire largement 2,50 m de longueur. Et donc là, stocker à plat, c'est compliqué. Donc je vais les rouler, moi, mais je fais des rouleaux voilà, assez gros, hein, assez amples, qui font bien 50-60 cm de diamètre, pour éviter d'abîmer la fleur. Parce que si je roule trop fortement, on va dire, je vais soit comprimer la fleur, soit l'étirer en fonction du côté où j'ai mis la fleur. Et ça peut être gênant, ça va l'abîmer. Sinon, pour les plus petits morceaux, donc pour le bovin, bien sûr, on va parler de collets, de croupons. Ce sont les différents formats qu'on va retrouver classiquement dans la découpe des peaux de bovin. Ce sont des morceaux beaucoup plus petits et qu'on peut stocker à plat. Donc c'est l'idéal, voilà, pour les collets et les croupons. Donc pour le tannage minéral, donc essentiellement hein, version industrialisée sel de chrome, il faut faire attention parce que les sels de chrome qui sont présents dans ce cuir peuvent regagner notre propre peau. Alors bien sûr, attention, hein, c'est pas juste parce que je le touche comme ça que ça y est, je vais me taper du sel de chrome, non, il faut un contact prolongé. Par exemple, un contact prolongé où il y a une facilitation de ce transfert, c'est dans les chaussures. Avec la transpiration, voilà, on porte la chaussure toute la journée, les sels de chrome présents dans le cuir vont repasser dans notre peau. Donc ça peut être gênant, notamment pour les personnes qui sont allergiques, plus les hommes que les femmes, c'est génétique. Donc attention, quand vous travaillez le cuir, à ne pas faire un objet qui serait en contact voilà, longtemps avec la peau. Alors qu'on n'aura pas cet inconvénient avec un tannage végétal. Je ne connais pas a priori d'allergie aux tanins végétaux, voilà, donc on n'aura pas ces inconvénients. Et vous allez me dire, oui mais c'est sympa, mais faire une tunique avec un cuir tout raide comme ça va pas être sympa à porter. Effectivement. Mais en tannage végétal, on a toute une gamme qui va se déployer, en dehors donc, de ce morceau qui est, on va dire, le plus classique, hein. Il a juste été tanné, il n'a même pas été teinté, ni nourri, ni rien, voilà, ça c'est le plus standard. Mais on va avoir toute une déclinaison comme ça de tannage végétal. On va avoir notamment le tannage végétal foulonné. Voilà, on a un cuir vraiment tout souple. Donc pourquoi foulonné? Parce que tout simplement il a été mis dans un foulon. Il faut imaginer le foulon comme un gros tambour de lave-linge. Les peaux sont mises dedans, bien sûr, après tannage, et vont être brassées, ça va un peu casser les fibres, et on obtient un cuir vraiment tout souple. On a une seconde version dans le foulonné, c'est le foulonné et nourri. La différence avec le premier, c'est que celui-ci, on a rajouté de l'huile. Ce qui va donc foncer un petit peu la couleur, faire ressortir le grain de peau, et va entraîner avantage-inconvénient comme toujours. Inconvénient, c'est que je ne peux plus le teindre avec des teintures basaqueuses, je ne peux pas le repousser, etc. Mais ça lui fait une protection qui est déjà dans le cuir, ce qui est intéressant. Alors qu'avec mon foulonné simple, alors je peux faire un tout petit peu de sculpture, hein, des motifs très amples, en sachant qu'ils auront tendance quand même à légèrement s'estomper avec le temps, parce que la sculpture, l'idéal, voilà, c'est celui-ci, c'est un cuir qui se tient, qui est ferme. Je ne peux pas vraiment sculpter sur un cuir qui serait vraiment tout mou. D'où l'impossibilité de sculpter un tannage minéral. Tannage végétal. On va aussi avoir d'autres types de nourrissage, on va dire, ici, sur ce morceau. On l'a nourri à la cire d'abeille, et ce qu'on appelle du cuir pull-up. Quand on lui met des contraintes, c'est pour ça qu'on voit un petit peu des lignes sur ce cuir, c'est le morceau que je présente à tous mes stagiaires, quand on le plie comme ça, voilà, il va s'éclaircir, un peu blanchir, on va dire. C'est grâce à la cire d'abeille qu'on obtient cet effet. Et c'est un cuir qui a un petit côté vintage, ancien. Ce qui va se marquer, il va vieillir comme ça, il va se blanchir un petit peu par endroits suite aux déformations de la pièce. Mais c'est un cuir qu'on peut refoncer. Si je reviens avec un chiffon nourri de baume, voilà, je frotte et mon cuir va refoncer. Il va se réhomogénéiser en termes de couleur. Donc c'est un cuir qui vieillit bien, voilà, qui se patine, qui prend, on va dire, facilement des marques, mais qui se retire facilement aussi. Donc voilà, c'est un cuir qui vit bien. Dans les cuirs, alors bien sûr, moi je ne travaille pas que le bovin. Le bovin, c'est un cuir intéressant, en tout cas dans mon activité, parce que c'est un animal très grand, donc je peux avoir de très grandes surfaces. Également avec une peau très épaisse, 4-5 mm d'épaisseur, donc pour faire des ceinturons, des plastrons, etc. C'est super. Mais je peux aussi refendre
mon cuir, c'est-à-dire refendre, c'est le désépaissir. Je vais partir d'un cuir très épais, je sais pas, 3-4 mm, et on va le refondre pour obtenir un cuir qui fera 1 mm ou 8 dixièmes ou moins en fonction des projets. Hein, quand on est en petite maro pour les portefeuilles par exemple, on aura besoin de cuir beaucoup moins épais. Ce qui va chuter, c'est ce qu'on va appeler la croûte. Je vais obtenir un morceau comme celui-ci qui n'a plus de fleurs. Alors attention, ça s'appelle toujours du cuir. Il faut vraiment se méfier de ce mot cuir, qui est en fait un générique, ça englobe tout, même le simili cuir, voilà, bah, on appelle ça, il y a le mot cuir dedans alors qu'en fait c'est du plastique, bon ok. Donc il faut vraiment faire attention à ce terme de cuir, notamment avec les nouveaux textiles qui seraient plutôt orientés vegan, à base d'ananas, de cactus, etc. On ne peut pas appeler ça du cuir. Étymologiquement, du cuir ça signifie peau d'animal. Alors peau d'animal à base d'ananas ou de cactus, ça ne le fait pas. Donc ils ont leurs propres noms, comme Pinatex par exemple, pour le cuir, le textile d'ananas, si je ne me trompe pas. Donc voilà, attention à tout ça. Donc ça, c'est aussi du cuir, et c'est tout à fait légal d'appeler cette croûte du cuir, et c'en est. Alors, là où il faut se méfier, c'est que certains cuirs, certaines croûtes, on va les réhabiller, parce que c'est vrai que c'est pas très vendeur comme ça. Donc ce que l'on va faire, c'est une seconde fleur. Donc on va habiller le cuir, et ça c'est une seconde fleur, ce que je vous présentais tout à l'heure en tannage minéral. Donc c'est très joli, hein, c'est très sympa. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances en la matière va penser que c'est une fleur réelle. Mais non, c'est simplement une croûte qu'on a réhabillée. Donc ça s'appelle du cuir. Et donc c'est vrai que sous ce terme de cuir, on retrouve tout, même les secondes fleurs. Alors que le terme cuir pleine fleur est un terme déposé. Et là, on ne peut pas tricher, c'est vraiment un cuir qui possède sa véritable fleur. Alors ensuite, quelle que soit l'épaisseur, ça peut être un cuir qui fasse 1 mm ou 4 mm d'épaisseur, qu'importe, du moment qu'il a sa fleur, c'est un cuir pleine fleur. Et ça, c'est un terme déposé, on ne peut pas jouer avec. Ensuite, alors en tannage végétal, alors bien sûr, moi je vous ai présenté le naturel, mais il y a également des teintés. Alors noir, rouge, bleu, toutes les gammes des marrons, etc., tout ce qu'on veut, bien sûr. Donc ils peuvent être juste teintés. Alors quand ils sont teintés, la fleur a été protégée par le tanneur, ce qui paraît logique, une fois qu'on a mis la teinte, quel serait l'intérêt de laisser encore le cuir, on va dire, absorbant pour eux. Le travail de teinte étant fait, la tannerie protège la fleur, et parfois même le côté chair. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous, parce que ça veut dire que la teinte est stabilisée, et que là le cuir est étanche. Si je présente de l'eau, l'eau va perler sur mon cuir. Donc contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, un tannage végétal ne va pas absorber dans toutes les conditions, tout dépend ensuite des traitements qui auront été appliqués à ce cuir. Donc par exemple celui que je vous présente ici, la fleur est étanche, mais pas le côté chair. Vous voyez, il n'est pas du tout lisse, il est encore assez rugueux. Donc là si je le plonge dans l'eau, ou si je mets simplement de l'eau côté chair, il va l'absorber. Ce qui me permettrait de faire une mise en forme derrière, simplement avec de l'eau, ou en utilisant la technique du cuir bouilli dont je parle dans une autre vidéo. En plus de la teinture, ce qu'on peut faire également, si je prends celui-ci, il est quand même relativement souple, tout simplement parce qu'il a été nourri. On peut le teindre et le nourrir avec de l'huile. Donc on va souvent parler en pourcentage, 5, 10, 15%, c'est le pourcentage en poids, donc d'huile par rapport au poids de la peau que l'on lui a associé, tout simplement. Donc plus le pourcentage d'huile va être important, bien sûr, plus le cuir sera souple. Donc à vous de choisir, après, en fonction de votre usage, quel est le taux de nourrissage qui vous intéresse, voilà, pour faire votre objet. Dans le tannage, on a aussi un élément qui est un peu particulier, qu'on n'appelle pas du cuir, qu'on appelle de la peau crue, voilà, que je vous présente ici, ou rawhide pour les Américains, R-A-W-H-I-D-E, pour ceux qui chercheraient. C'est une matière qu'on connaît depuis très longtemps. Les Celtes l'utilisaient déjà et recouvraient leur bouclier en osier de peau crue, parce que c'est extrêmement solide. C'est vraiment, vraiment dur, très raide, très difficile à couper. Donc ça leur permettait, eux, d'avoir des boucliers extrêmement légers et extrêmement solides, donc tout bénéfice. On le retrouve encore à l'époque médiévale sur le contour des boucliers en bois. On va le retrouver également pour faire des parois de lanterne, parce que c'est légèrement translucide. Actuellement, vous allez dire, qu'est-ce qu'on en fait? Plus grand chose, mais ça peut être le dessus d'un tambour. On en fait également les faux os pour les chiens. On va le torsader, faire 2 grands nœuds en bout, et voilà, c'est ça qu'on va donner à manger aux chiens. Donc, rassurez-vous, ça c'est pas du tannage minéral, c'est issu de tannage végétal. C'est tout simplement un tannage végétal dont on interrompt le processus. Alors je ne suis pas tanneur, je ne peux pas vous dire à quel moment, mais voilà, le principe il est là. Et si je vous parle de ça, c'est parce que
parfois le tannage, bah, c'est pas simple, hein, ça se fait, donc quand c'est en fosse, c'est en extérieur, on fait un millefeuille de nos pots, avec les pots et des écorces broyées. Tout ça bien arrosé, et on va laisser ça 6 mois, on va ressortir, nettoyer, on refait le millefeuille à l'envers, et on remet ça encore, voilà, 6 mois dans la fosse. Donc c'est vraiment un processus naturel, et c'est pas juste j'appuie sur un bouton, je règle la tension, le machin, non, là c'est assez, voilà, c'est naturel quoi. Donc d'où l'importance du savoir-faire des tanneurs. C'est vraiment important, et il faut leur reconnaître ça, c'est qu'il y a vraiment un savoir-faire ancestral. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, et c'est pas si simple. Si vous regardez bien la tranche de ce cuir, normalement un tannage végétal, au niveau de la tranche, c'est relativement homogène. Éventuellement ce qu'on va voir, bah, c'est la fleur, est-ce qu'elle se détache un petit peu de tout le reste. Mais ici dans ce cuir, on voit une petite âme à l'intérieur plus claire, qui, entre guillemets, qui n'est pas normale. En fait, tout simplement, ce que l'on voit dedans, bah, c'est une tranche de ça, une tranche de peau crue. Ça, c'est un défaut de tannage. Donc c'est gênant. Alors parfois, c'est juste une petite pastille de la taille d'une pièce de 2 euros. Bon, voilà, c'est pas grave. Parfois, c'est quasiment toute la peau, et en plus, l'épaisseur est variable. Donc on peut tomber sur une petite épaisseur, pareil, bon, on peut le gérer. Mais parfois, ça peut être très épais. Hein. Sur ce morceau-là, on a quasiment 1 mm de peau crue à l'intérieur. Autant vous dire que là, le cuir, il est blindé, indestructible. Hein. Je pourrais même pas le mettre en forme, parce que ça accepte pas trop la mise en forme. Alors un petit peu, hein, je dis que ça l'accepte pas, mais si je le plonge dans de l'eau chaude, je vais pouvoir le modeler légèrement, mais il faudrait que je le fasse sécher sous contrainte. Enfin, c'est toute une histoire, quoi. Donc voilà, ça peut faire partie des défauts que l'on peut retrouver dans un cuir au tannage végétal. On m'a posé aussi comme question ce matin, comment assouplir un cuir tannage végétal, voilà, qui pourrait faire 4 mm pour les ceintures, parce qu'effectivement, bah, c'est des cuirs qui se tiennent. Hein. Bon, en général, tout ce qui est cuir à ceinture ou sangle, on le coupe dans du croupon, donc un cuir ferme, qui n'a pas de prétend. Je vous parlerai du prétend, en fait, c'est tout simplement l'élasticité du cuir, et dans le croupon, qui correspond au dos de l'animal plutôt vers la croupe, dans le fessier, il n'y a pas de prétend, parce que c'est une zone qui ne bouge pas sur l'animal, ou très peu. Et donc effectivement, ce type de ceinture a tendance à être un peu raide. Bah, tout simplement, ce que vous pouvez faire pour l'assouplir, c'est prendre votre cuir comme ça, et le casser dans la main. Ça suffit en général, vous la retrouvez un peu de souplesse pour les ceintures, c'est largement suffisant. On va également retrouver dans le cuir au tannage végétal des cuirs compressés. Voilà, ça c'en est un. Alors bien sûr c'est difficile de vous donner la sensation de ce type de cuir, mais c'est un cuir extrêmement dur parce qu'il a été compressé pour en faire en général du cuir à semelle. Donc c'est un cuir compressé à plus de 20 tonnes, donc il est bien ferme. Voilà, plutôt orienté semelle, mais rien ne vous empêche de détourner, on va dire, son usage de base pour en faire par exemple un fond de sac ou rigidifier un élément en vous affranchissant du carton ou du plastique. Donc c'est tout à fait possible. On m'a posé la question une fois, est-ce qu'il est possible de le sculpter? J'aurais tendance à dire oui, si vous êtes déjà habitué du repoussage, parce que là vous avez un cuir comprimé, le principe du repoussage, bah, c'est d'écraser la matière, et donc là autant vous dire que c'est coton de le faire. C'est possible, mais il faut s'accrocher, et les petits motifs, alors c'est du bonheur, hein, comment vous dire. Voilà, c'est faisable, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Bien sûr, je ne travaille pas que le bovin, même si c'est ma base, et il n'existe bien sûr pas que ça. En fait, hein, quasiment tous les animaux, enfin tous ceux qui ont une peau, peuvent, enfin celle-ci peut être tannée. Donc on va retrouver dedans le mouton, et la peau du mouton, c'est ce qu'on va appeler la basane. C'est un cuir ici, en général, bon, bien plus fin que du bovin, beaucoup plus souple, plus déchirable, plus déformable aussi. Donc c'est un cuir qu'on va retrouver plutôt en doublure, et des pièces en fait qui n'ont pas besoin de résistance. Ça peut être intéressant pour faire des dos de couvre-livre par exemple, je pourrais vous montrer ça après. Voilà, c'est des cuirs assez souples qu'on peut facilement mettre en forme, et c'est intéressant pour ça. Donc il y a aussi une petite différence, là ça m'y fait penser, parce qu'on parle souvent de tannerie, mais il n'y a pas que les tanneries qui existent, il y a aussi les mégisseries. La différence entre les deux, en fait, c'est les animaux qui vont être, dont les peaux vont être tannées. Dans les mégisseries, ce sont plutôt les petits animaux, donc les moutons, les chèvres, etc. Alors que dans les tanneries, ce sont plutôt les gros animaux comme les bovins. Voilà, c'est ce qui fait un peu la différence. Après, au niveau technique, je suppose qu'elles sont un petit peu différentes. Moi, je vous dis, je ne suis pas tanneur. Voilà. Moi, j'exploite surtout la matière qui est issue des tanneries. Donc ça, c'est pour tous les animaux, on va dire, locaux pour nous, habitant l'Europe. Mais il y a toute la gamme aussi des cuirs exotiques, qui est assez riche.
parce qu'on a de nombreux animaux avec une texture particulière au niveau de leur peau, et c'est ça qui en fait vraiment tout leur attrait. Alors, je vais vous présenter par exemple la peau d'autruche, qui est un classique, on retrouve facilement, enfin voilà, on peut revoir dans les sacs à main. Donc c'est un cuir assez souple. En général, le cuir exotique est en tannage minéral, parce que pataner en Europe, alors je ne veux pas dire que tous les autres pays font que du tannage minéral, non, mais comme c'est un tannage très répandu, donc il y a de grandes chances que ce soit du minéral, parce que plus rapide, moins cher qu'un tannage végétal. Et en plus, là, quel serait l'intérêt de faire un tannage végétal? Le but, enfin, l'intérêt d'un tannage végétal notamment, par exemple, quand on a celui-ci, c'est d'avoir une matière à travailler. Je peux la sculpter, je peux la teindre, etc. Là, quand j'ai un exotique, c'est parce que la peau a un grain, elle a quelque chose qui m'intéresse, c'est pas pour le modifier. Donc le fait que ce soit un tannage minéral ne me choque pas. Voilà, j'ai un cuir qui est stable, qui est très bien. Voilà. Je n'ai pas forcément nécessairement besoin d'un tannage végétal sur ce type de peau. Donc ça, c'est la peau d'autruche. Et ce qui est intéressant sur cet animal, c'est qu'on a deux peaux très différentes en fonction de l'endroit où on prélève le morceau. Donc ça, le morceau que je vous ai présenté, c'est sur son corps. Mais ici, on va se retrouver avec une peau d'autruche. Alors, vu comme ça, on dirait un reptile ton truc là. Ben oui, en fait, tout simplement, ça c'est la patte de l'autruche. Ce que je tiens en haut ici, voilà, vous voyez, c'est son genou. Et on va descendre jusqu'à son doigt principal. Donc là, on n'a plus du tout la même texture, c'est beaucoup plus ferme. Vous voyez, c'est plus presque plastifié, on va dire. Ouais, c'est comme verni, parce que tout simplement, les pattes des oiseaux leur permettent d'aller dans l'eau, d'aller dans des zones qui ne sont pas toujours très saines. Donc cette peau, elle est protégée. D'où cette grande différence entre les pattes et le corps de l'animal. On va retrouver aussi dans les cuirs exotiques un cuir très classique, enfin que je trouve, moi en tout cas, il est très intéressant. C'est ce que l'on appelle le galucha. Voilà, c'est un cuir très intéressant. Alors, galucha, en fait, c'est pas le nom de l'espèce, c'est tout simplement Monsieur Galucha qui a ramené cette technique du Japon, qui tannait les peaux de raie et de requin. Alors, en raie, par exemple, on a la raie pastonague, en requin, petite et grande goussette, ce qui va nous donner des différences de taille pour le requin au niveau des grains qu'on a ici. Là, les grains sont complets, et on a souvent une perle ici centrale, beaucoup plus grosse que les autres, c'est le dos de l'animal, et donc on va découper, on va légèrement poncer autour pour la mettre en valeur. On peut aussi trouver du galucha où toute la peau ici est poncée. Donc il y a différents niveaux de ponçage, 25, 50, 75%. Donc là on a une peau beaucoup plus lisse que la précédente. On va également retrouver, alors là il en reste beaucoup moins parce que j'ai prélevé un gros morceau dessus, mais on peut trouver comme ça aussi, sur certaines espèces, pardon, toute une ligne comme ça de perles que l'on va mettre aussi en évidence. Donc le galucha, à l'origine, quand justement Monsieur Galucha l'a ramené, les ébénistes se le sont appropriés, mais s'en sont plutôt servis comme d'un papier abrasif. Ils n'ont pas capté tout de suite le côté vraiment esthétique, mais rapidement quand même, après, c'est devenu un matériau très intéressant pour recouvrir des boîtes et coffrets et autres. Et puis c'est toujours d'actualité, c'est vraiment un matériau très intéressant. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, dans la peau, donc là je vous présente la petite roussette, contrairement à tout à l'heure qui était la grande roussette, les petits grains, en fait toute la peau là, est constituée de silice. Donc c'est un cuir extrêmement dur et relativement solide parce que entre chaque petit grain, vous avez une certaine souplesse. Donc je vous déconseille de couper ça à la demi-lune ou à tout autre outil bien tranchant dont vous souhaitez garder le fil. Parce que bien sûr, couper du sable, ça n'a jamais arrangé les lames. Donc pour couper ce genre de cuir, j'utilise tout simplement une grosse paire de ciseaux, crantés, petit cran, et comme ça mon ciseau ne s'abîme pas vraiment, et je peux couper ça relativement facilement, sans problème, que ce soit petit grain ou gros grain, aucun problème. Et en général, c'est pareil, quand je fais une incrustation de galucha, je ne vais pas coudre dedans, parce que mon haleine, au passage dans les grains, va rapidement se désaffûter. Et donc je couds en fait en bordure de mon galucha, et ce galucha est inséré entre deux pièces de cuir, en général de bovin. On va retrouver dans les cuirs exotiques tout ce qui est crocodile, caïman, etc., alligator. Alors attention, il faut que cela soit des espèces d'élevage, et non issues de braconnage. Et tout simplement ça, pour le certifier, vous avez des bagues qui sont accrochées à la peau,
et qui permettent de justifier auprès des douanes que vous avez bien acheté une peau d'un animal d'élevage et qui n'a pas été prélevé dans la nature. Donc je précise ça tout simplement parce qu'on peut trouver dans certains commerces, enfin, lieux de revente, des chutes comme ça au kilo, et c'est très intéressant parce que c'est pas très cher. Mais là, vous n'avez plus la bague, vous n'avez pas de certification, souvent vous repartez juste avec une facture, mais il n'y a aucun numéro, il n'y a rien du tout. Voilà, vous n'avez pas le fameux numéro qu'on peut voir ici sur la bague, et en plus, si on suit la lecture de tout ce qu'on a sur la bague, on a par exemple marqué dessus US CITES, US tout simplement parce que la peau que j'ai a été, provient des États-Unis, et CITES tout simplement parce qu'en fait CITES c'est la convention internationale qui définit la liste des espèces protégées. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, si on achète ça et qu'on est professionnel et qu'on revend une création en fait à partir d'une chute, je vais avoir bien toutes les peines du monde moi à justifier d'où ça vient. Donc quand vous achetez quelques chutes, regardez dans le lot, en général il y a souvent un morceau sur lequel est encore accroché une bague. Je vous dis ça pas pour tricher parce qu'on ne trouve pas vraiment le crocodile sous le manteau, hein, c'est pas le but, c'est plus pour vous protéger parce que voilà, l'amende peut faire mal. On m'a demandé aussi ce matin des exemples d'inserts, en fait, voilà, hop, je vais aller en chercher un tout à l'heure. Voici sur une aumônière, une insertion en crocodile, donc entre deux couches, hein, j'ai ma partie supérieure que j'ai ouverte, bon, ici repoussée, et j'ai derrière tout simplement une doublure. Donc le crocodile est pris entre les deux. J'ai fait également voilà, un insert sur un étui de couteau, donc là pareil, j'ai deux couches, en fait c'est comme si j'avais un étui monté sur un autre étui, quoi. J'ai vraiment un double emboîtement, mon cuir étant pareil, pris entre deux couches. Voilà. Dans les espèces exotiques, un qui n'est pas protégé, en tout cas sur le continent qu'il a envahi, c'est tout simplement le crapaud buffle. Donc qui est assez intéressant par toutes ses aspérités, hein, ce côté marbré. Par contre, voilà, c'est un petit animal quand même si c'est le crapaud buffle. Et donc lui, c'est un nuisible en Australie, donc pas de problème, là, il serait bien content, je pense, qu'on les en débarrasse. Donc le cuir exotique, voilà, en général tannage minéral, et qui permet d'être, je dirais, complémentaire. C'est toujours intéressant, moi je trouve, de mélanger les matières, que ce soit du cuir, du bois, du métal, ou là, cuir exotique et un cuir, on va dire, plus traditionnel, lisse. Ces matières se mélangeant, se mettent en valeur les unes les autres, et c'est ça qui est intéressant. Voici là des exemples d'objets réalisés en tannage végétal, donc un sac, un casque, on peut faire vraiment toutes sortes d'objets, hein, même un portefeuille, etc. On peut faire énormément d'objets en tannage végétal. Donc si je vous montre cela, c'est parce que voilà, il y a tout ce travail de sculpture, de teinture, de mise en forme que permet le tannage végétal et qu'on aurait toutes les peines du monde à faire en tannage minéral. A noter aussi que dans le tannage, on a ce qu'on appelle aussi du tannage mixte, c'est qu'on est en partie en végétal et en minéral. Donc ça devient parfois compliqué de distinguer ce que c'est comme ça juste à le toucher. Souvent on me pose la question aussi, quelle épaisseur utiliser pour un cuir, enfin en fonction, bien sûr ça dépend de l'objet que l'on veut réaliser, mais pour ça j'ai tendance à réagir moi comme un aveugle, c'est-à-dire je vais prendre mon cuir, voilà, je vais le toucher comme ça, je vais dire ok, parce que ça me permet d'appréhender la souplesse. Il n'y a pas vraiment que cette notion d'épaisseur. Vous pouvez avoir un cuir épais mais souple ou un cuir fin et raide. Donc il faut associer un peu les deux pour vraiment choisir le bon cuir. Et après c'est pas parce que, par exemple, quelqu'un vous a dit oui mais moi ma ceinture je l'ai fait en 4, c'est toujours du 4 qu'il faut. Ben oui, mais pour le ceinturon je suis d'accord, mais on peut faire des ceintures décoratives de ville pour femmes qui vont être posées sur une tunique. Là on va pas le faire en 4 mm. Donc voilà, il faut gérer toutes ces notions, il y a l'usage, etc. aussi à prendre en compte quand on choisit un cuir. Là, ce morceau, si je vous l'ai sorti, c'est un vieux morceau de collet. Voilà, typiquement, alors lui il est très marqué, hein, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est pas toujours aussi marqué que ça quand même, mais on retrouve, voilà, tous ces plis sont les plis qu'on va retrouver derrière la tête. Donc ce sont les plis pour permettre, qui ont permis à l'animal de bouger sa tête. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît facilement un collet d'un croupon. Un croupon c'est plutôt lisse, alors qu'un collet, voilà, on a toujours quelques veines comme ça qui vont se promener dessus. Donc plus les veines sont marquées, plus on se rapproche de la tête, c'est ce qui permet aussi de distinguer voilà, l'emplacement entre la tête et la séparation du croupon. Plus on se rapproche de la tête, plus vous aurez de prétend, donc cette fameuse élasticité. Et donc proche de la tête, on va avoir un prétend dans toutes les directions, mais il reste plus fort dans ce sens-là, parce que l'animal aura plus tendance à baisser et lever sa tête qu'à regarder à droite et à gauche. Donc si vous cherchez le prétend le plus fort, il va se retrouver dans ce sens-là. Si j'étire là comme ça la matière, j'aurai plus de facilité à le faire qu'à le faire dans l'autre sens.
Là, sur ma table aussi, c'était pour vous montrer un peu l'emprise. Donc ça, c'est un demi-dossé. Voilà, et là, il fait 2,50 m. Ma table faisant 2,40 m, vous voyez, ça déborde d'un bout et à l'autre. C'est vraiment très grand. On a aussi sur le tableau, là-bas au fond, ça c'est un demi-croupon. Voilà, un très très vieux de la tannerie d'Henrichemont qui a fermé déjà il y a peut-être au moins 30 ans. Donc voilà, c'est un cuir que je ne pouvais plus réexploiter parce que tellement sec et raide que bon, il a fini simplement en déco, avec des jolis tampons de la tannerie. Donc dans mon usage, moi c'est vrai que je travaille essentiellement le bovin parce que c'est une peau épaisse et très grande. Là je vous ai montré le demi-dossé qui fait 2,50 m de long par environ 60 de large. Donc c'est vraiment un grand morceau, et encore, donc ça c'est qu'une partie de la peau complète de l'animal. Le croupon étant souvent la partie la plus chère, on pourrait considérer la plus noble, parce qu'il n'y a pas de prétend, il y a très peu de marques parce que c'est le haut du dos de l'animal. Mais il ne faudrait pas considérer parce que c'est le plus cher et entre guillemets le plus noble que ce type de cuir, enfin là où on prélève ce morceau, donc le croupon, est bon à tout. Non, pas forcément. Ça, c'est le croupon, c'est plutôt pour toutes les pièces de résistance, les ceintures, les sangles, etc. Mais je ne vois pas faire un sac de ville classique en croupon. Il va être blindé votre sac, c'est un attaché-caisse à la limite. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas parce que le cuir est cher qu'il est forcément adapté à votre besoin. Il faut vraiment le choisir en fonction de l'usage de votre objet. Donc par exemple, les flancs, qui sont donc vraiment les parties extérieures de la peau, où on va retrouver l'emprise des pattes, etc., où on a souvent des traces de vergeture, par exemple, si la vache a vélé. C'est un cuir qui a beaucoup de prétend, surtout dans le sens de déplacement de l'animal, et on va considérer souvent que c'est un peu une chute, parce que marqué, très souple. Oui, effectivement, c'est pas le meilleur cuir, mais en fonction de l'objet que vous allez faire, ça peut être très intéressant, parce qu'en plus, c'est pas très cher. Donc par exemple, moi, typiquement, je vais faire des bracelets tressés, parce que c'est pas une pièce de résistance. J'ai besoin de souplesse pour pouvoir réaliser mon tressage, et en plus, c'est confortable pour le client. Donc là, j'ai tout intérêt, moi, à prendre par exemple du flanc pour faire ce type d'objet. Le croupon, voilà, c'est plutôt pour les pièces de résistance. Le collet, c'est un cuir assez intermédiaire, je dirais, qui est intéressant, parce qu'il se tient quand même, mais il a aussi un peu de prétend. Et en plus, dans les quatre directions, donc je trouve intéressant pour les sacs, pour les petits objets de maroquinerie. Par contre, il va avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, alors tout à l'heure c'est vraiment un extrême, mais on va retrouver les plis du cou. Donc à nous de jouer avec, des fois juste un petit effet de teinture, ça les fait ressortir, et c'est aussi très intéressant. On m'a également posé deux questions ce matin. Est-ce qu'il est intéressant par exemple d'utiliser de la croûte pour faire des entraînements? Bien sûr. Donc la croûte, c'est ce matériau qui n'a plus sa fleur. Donc bien sûr, il y a des choses que je ne pourrais pas faire en entraînement. C'est tout ce qui est sculpture et teinture. Ça par contre je ne peux plus. Mais tout ce qui est test de mise en forme et apprentissage de la couture, très bien parce que c'est un cuir qui se tient. Voilà, aucun problème. Et c'est intéressant, ça évite de gâcher un cuir plein de fleurs. Donc oui, autant réutiliser la croûte pour ça. La croûte, souvent je vais m'en servir aussi comme martyr. Je vais la mettre sur mon billot qui me permet de frapper un cuir pour lequel je serai obligé de placer la fleur au contact de mon billot. Comme ça, je mets ma croûte, pas de problème, je ne vais pas abîmer mon cuir. On me posait la question aussi, sur un cuir au tannage minéral, est-ce qu'il vaut mieux coudre à la main ou coudre à la machine? Alors ça c'est une bonne question. Effectivement, coudre à la main, c'est peu intéressant, parce que c'est un cuir assez souple, ça ne met pas beaucoup en valeur votre couture poincellier, avec des angles à respecter, etc., avec un bon positionnement de fil. C'est plus difficile en tout cas à bien valoriser sur un cuir souple, qui serait le même cas avec un cuir tannage végétal foulonné. C'est le problème des cuirs souples. Donc on aurait plutôt tendance à les coudre à la machine. En plus là, l'avantage des cuirs souples, c'est si on les coud à la machine, ils ne feront pas de marque, parce que la machine, pour pouvoir tirer la matière, on a des machines double, voire triple entraînement, donc avec des pieds et des griffes pour tirer la matière. Si j'ai un cuir un peu ferme, comme un tannage végétal classique, il risque de marquer, de se retrouver avec des marques dessus, et donc ça c'est gênant. L'avantage ici à la main, c'est qu'on n'aura vraiment aucune trace. Donc c'est vrai qu'on pourrait classer comme ça, tannage minéral plutôt couture machine, tannage végétal plutôt couture main, mais voilà, ça reste du très général. En fonction de chaque cas, on va adapter, et bien sûr en plus il faudra adapter la machine, parce que en fonction de l'objet, si je fais de la petite maro, j'ai une machine, on va dire, peu puissante, et si je commence à passer en sellerie, c'est plus du tout les mêmes types de machines. Donc il faut aussi prendre ça en compte, c'est pas parce que j'ai une machine à coudre le cuir qu'elle sera bonne pour coudre tous les objets qui vont se présenter à moi, que ce soit du végétal, du minéral, voilà. Il y a les notions d'épaisseur, de dureté du cuir, donc il faut adapter la puissance de la machine à l'objet que vous allez vouloir coudre.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour les prochaines. Prochain direct dans 15 jours. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et j'essaierai de répondre au plus vite. À bientôt.